Bonjour, Jean-Michel Hamel, nouveau président de la FDSEA depuis le 27 mai dernier. Donc, je tiens à remercier Sébastien Amand pour les 8 années de présidence qu'il a menées à la FDSEA. Je tiens à remercier tous les responsables professionnels et tous les collaborateurs qui se sont adaptés à la situation Covid, qui était vraiment une situation dans des conditions de travail particulières et pas faciles. Donc la FDSEA a toujours été et toujours restée active, même dans la discrétion, comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo à venir. Jean-Hugues Laureau, secrétaire général de la FDSEA depuis septembre 2020. Très attaché à ce qu'on instaure une dynamique de réseau, malgré les difficultés liées au Covid, on a dû s'adapter, trouver des solutions pour faire en sorte que la vie syndicale continue. Alors ça a été compliqué effectivement, mais on a tout de même réussi à mettre en place un certain nombre d'actions, de mobilisations, notamment une mobilisation devant la préfecture qui a eu lieu en début d'année 2021. Et nos revendications étaient tout d'abord le bon fonctionnement d'Egalim, la loi Egalim, sur lequel on avait beaucoup d'espoir, fondé beaucoup d'espoir depuis quelques années. Et il nous semblait indispensable de rappeler au préfet, au service de l'État, que cette loi devait s'appliquer. Dans le même temps, puisque nous étions dans une période de négociation commerciale, nous sommes allés l'après-midi même rencontrer les directeurs de GMS sur le secteur du Saint-Lois pour leur rappeler à leur bon devoir de faire en sorte que les négociations commerciales ne soient pas faites aux dépens des producteurs, et que nous, on souhaitait que dans le cadre d'Egalim, nos charges soient bien prises en compte dans le calcul et dans les négociations commerciales. Au-delà de ces sujets très politiques et des sujets qui tournent autour de notre rémunération, on a aussi à s'attacher très fortement à la vie de notre réseau, à nos syndicats locaux, à la nouvelle équipe FDSEA qui a été mise en place, et on a déjà réfléchi, ce n'est pas fait, mais à ce que très prochainement on organise des formations pour faire en sorte que les nouveaux élus puissent bien prendre la mesure de leur fonction, et puis faire un rappel de ce qu'est de la FDSEA, de comment elle a été construite, de ses devoirs, de la manière dont ça doit fonctionner sur nos territoires. Donc l'ensemble de ces travaux sont de la charge du secrétaire général, mais je tiens aussi à rappeler tout l'intérêt que vous devez porter à vos secrétaires généraux adjoints de secteur, parce que c'est avec eux que doit se construire le travail syndical, et puis aussi faire travailler la toute nouvelle commission syndicale qui a été créée dans le cadre de la refonte des statuts de la FDSEA de l'année dernière. Et donc c'est à nous tous, à vous tous, sur vos secteurs respectifs, de faire en sorte que par ce maillage de commissions syndicales, aussi de la commission territoriale, nouvelle commission, qu'on puisse analyser les problématiques locales dans un premier temps par peut-être les délégués territoires, et puis dans un deuxième temps par la commission syndicale, de faire en sorte d'aller revendiquer et puis de manifester notre mécontentement et nos revendications lorsque cela est pertinent. Donc bonjour, Ludovic Blin, donc producteur de lait à la Landerroux à côté de Vidieu-les-Poêles, donc en charge du dossier laitier à la FDSEA de la Manche, donc président de la section lait, et aussi président de la section lait régionale à la FRSEA. Je suis administrateur à la FNPL et depuis le dernier mandat, je suis élu secrétaire général adjoint. Alors, les trois gros points sur le dossier laitier dans le département. Le premier point, évidemment, le principal, c'est le prix du lait. Donc, évidemment, aujourd'hui, on fait le constat que le prix du lait est insuffisant. C'est surtout le résultat, le revenu laitier des producteurs de lait qui est trop insuffisant. Alors, deux raisons par rapport à ça. La première raison, c'est évidemment la hausse des charges très importantes
qu'on a pu constater ces derniers mois. La deuxième explication, c'est évidemment par rapport à la loi Egalim, qui avait pour but de renverser la façon dont on construit le prix, donc de répercuter ses coûts de production. Et donc là-dessus, le travail n'est pas fait correctement. Donc là-dessus, il faut absolument que les acteurs de la filière, que sont les distributeurs, que sont les transformateurs, jouent le jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est important qu'on puisse répercuter nos coûts de production. Et ça, on pourra le faire sur le marché français. Alors aujourd'hui, tant mieux, sur les prochains mois qui viennent, on a des indicateurs de marché qui font qu'on a un prix du lait qui a plutôt tendance à augmenter, insuffisamment. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on essaye de continuer à conforter le prix du lait, le lait qui est vendu sur le marché français. Et là-dessus, évidemment, il y a beaucoup de travail encore à faire. Un deuxième point, un fait marquant, c'est qu'on a pu constater à partir du 1er avril, c'est l'utilisation d'un nouvel étalon pour les analyses de cellules. Donc ça, c'est quelque chose que nous, les producteurs de lait, on s'est battu depuis une dizaine d'années. Parce qu'il existait plusieurs étalons, cellules, et évidemment avec des différences entre les producteurs sur la scène internationale. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas évitons des distorsions de concurrence. Et donc, depuis le 1er avril, maintenant, il existe un seul étalon. Donc, c'est la même méthode pour analyser les cellules chez tous les producteurs de lait à travers la planète. Donc le troisième point, donc aussi évidemment qui a été très marquant depuis la fin de l'année dernière, c'est le Lilano. Donc le Lilano, c'est notre laboratoire interprofessionnel. Donc c'est important parce que les analyses de lait qui sont faites au-delà d'apporter des informations sur la qualité sanitaire du lait que les producteurs apportent, c'est aussi le moyen pour faire le paiement du lait. Et donc, on a pu constater qu'on a eu des problèmes en fin d'année, des problèmes informatiques, donc qui ont mis un peu de temps à être résolus. Donc aujourd'hui, cette partie-là est réglée. Donc c'est important parce que évidemment on a besoin d'avoir ce résultat d'analyse pour faire le paiement du lait. Donc aujourd'hui la situation est en voie de s'améliorer et donc c'est important. Notre laboratoire, au-delà de ça, au-delà de la partie analyse de lait, il y a aussi une partie agronomique qui est en forte augmentation. Il y a dans notre région, le Lilano a un réel potentiel économique qui est en augmentation. Et donc là-dessus, c'est important et c'est un service pour nous, les producteurs de lait. Aujourd'hui, il y a une problématique sur le prix au niveau de la viande bovine. Quel que soit au niveau de l'élevage de allaitante, torion ou veau de boucherie. Actuellement, il y a le label rouge qui est mis en place. Ça permettra à un certain nombre de producteurs d'avoir une rémunération à son juste prix. Il faut continuer dans ce sens-là, essayer un maximum de monter vers des revalorisations au niveau, quel que soit label ou autre chose. Et après, on a la deuxième partie, c'est la problématique du petit veau, le veau de 15 jours. Actuellement, on n'a pas envie que le veau soit un sous-produit du lait. Et on aimerait bien mettre en place avec la filière, pourquoi pas une contractualisation pour que tout le monde, tous les acteurs de la filière s'y retrouvent. Et à partir de ce moment-là, si tout le monde se met d'accord sur une contractualisation, que ce soit la section laitière et la section bovine, il y aura une grosse avancée en termes de valorisation du veau.
Donc oui, bonjour, Jean-Luc Leblond, donc responsable de la section légumes au niveau de la FDSEA de la Manche. Donc je vais intervenir un peu sur la conjoncture qui a été plutôt favorable à la production de légumes, principalement en poireaux, l'année passée, qui a conduit à un bon rendement et avec une bonne valorisation des légumes de manière générale. Sinon, il n'y a quand même que d'autres dossiers aussi plus contraignants, où on a beaucoup plus de contraintes, qu'on a du mal à se faire entendre, et notamment du côté des pouvoirs publics, c'est surtout par rapport à la suppression des phytosanitaires sans que l'on nous apporte de solutions en heure et en temps, et ce qui engendre, ce qui a pu conduire à ce qui s'est passé actuellement sur la côte ouest, quoi. Donc voilà, et ça c'est très important, et tout en sachant que plus on va supprimer de produits, plus on va importer de légumes de l'extérieur, sachant qu'on produit à peine 50% de nos produits de légumes en France par rapport à ce qui est consommé. Alors concernant l'emploi, c'est vrai que l'agriculture et notamment le maraîchage est très consommateur d'emploi, demandeur d'emploi, et on a de plus en plus de problèmes à recruter. C'est certainement un métier qui peut-être dévalorisé de la part de certains employés. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile, on doit s'habituer à être tributaire du temps et de la climatologie. Je ne suis même pas sûr que ce soit forcément dû au salaire, mais c'est plus par rapport à une qualité de vie, une qualité de tranquillité. Bonjour à tous, Gilbert Michel, donc vice-président à la FDSEA de la Manche. Je souhaitais vous apporter quelques informations justement sur un sujet qui fait couler pas mal d'encre depuis un certain temps, donc la PAC 2023. Donc la PAC 2023, effectivement, on peut considérer qu'au niveau de l'État, on n'a pas perdu, mais ce qui est en revanche encore plus intéressant, c'est qu'au niveau de notre département, en ce qui nous concerne, c'est qu'on serait pour une fois un peu plus bénéficiaire, quoi. Moins d'inégalités dans la répartition sur le territoire. Donc on est arrivé à ce résultat aussi parce qu'il y a eu une bonne mobilisation de la profession. On a par contre un point qui devient un peu compliqué à gérer parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes, c'est sur la partie éco-chimie. La seule incertitude, c'est au niveau de l'éco-schéma. Donc, une fois de plus, la politique agricole est axée sur l'environnement. Et donc, on va avoir 25% maximum du premier pilier en 2026 qui seront activés que par la partie environnementale, la partie verte historiquement. Peut-être qu'en 2023, ce sera 20%. Bon, néanmoins, il va falloir qu'on adapte nos exploitations sur cette nouvelle donnée. Là, il y a la BSAE 1, la 8 et la 9, dont une, c'est, je crois que c'est la 9, où on doit réduire de 4% la surface productive. Donc, on va découvrir, on va être très attentif au niveau de l'FDSEA pour pouvoir donner des informations les plus précises, de façon à ce que l'agriculture manchoise ne soit pas pénalisée. Bonjour, je m'appelle Linda Salary, je suis agricultrice et sur la FEDE, je suis présidente de service environnement. Concernant la directive nitrate, une nouvelle révision des zones vulnérables est en cours. 4 nouveaux bassins versants de la Manche sont proposés au classement d'eau superficielle suite à la 7e campagne de surveillance nitrate qui s'est déroulée en 2020. Grâce au travail syndical, le bassin du Lozon a pu être supprimé, ce qui fait 9 communes en moins. L'application de ce nouveau zonage est prévue pour mi-juillet, mais vu les conditions sanitaires, ça a pris du retard. Maintenant, on attend la consultation publique sur ce nouveau projet. Mais l'extension des zones vulnérables est toujours un problème car les impacts sont non négligeables sur les exploitations, avec des mesures obligatoires et contraignantes, notamment par rapport à la mise aux normes des bâtiments d'élevage, du rejet du plafond d'azote, l'obligation de couverture des sols en hiver. Un autre projet est en cours de consultation jusqu'à septembre, c'est le SDAGE, Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le bassin Seine-Normandie et qui couvrira la période de 2022 à 2027. La profession agricole partage l'objectif d'améliorer la qualité de l'eau visée par ce schéma directeur.
mais elle ne remet pas en cause certaines dispositions qui ne tiennent pas en compte les réalités techniques et économiques. Il y a 3 points d'attention qui vont impacter les exploitations. Les mesures trop prescriptives d'usage par rapport aux zones humides, les aires de captage d'eau potable et pour finir par rapport à la gestion quantitative de l'eau. Bonjour. Alors sur le foncier, je mettrai 3 points, les PLUI, les routes et développement économique des collectivités et le foncier qu'on artificialise. Alors sur les PLU, aujourd'hui, il y a quasiment tout le département qui est ou qui va être en PLU puisque ceux qui étaient en avance ont été cassés, il en reste que 3 je crois dans le département. Moi ce que je vous invite c'est franchement de vous intégrer à l'intérieur, on vous l'a dit déjà plusieurs fois, de regarder à côté du PLU comment est structuré l'agglo et si l'agglo a des conseils de développement parce que c'est extrêmement utile, c'est un peu le CES d'une collectivité. Donc il faut absolument regarder comment elle est structurée et voir avec eux comment on peut rentrer à l'intérieur. C'est là que se fera la politique et ces politiques-là, c'est pour les 20 prochaines années. Après, ça sera réparé à la marge, simplement à la marge. Donc il faut absolument y être, surtout avec les problèmes environnementaux qu'aujourd'hui. Deuxièmement, sur les routes, moi j'élargirai, il y a les routes, mais il y a aussi tout le développement économique des collectivités locales. Là, c'est tout à fait la même chose, il y a des rapports à avoir, il ne faut pas hésiter à demander des informations au niveau des collectivités, puisque les zones d'activité qui vont être dans les PLU, souvent, elles sont, elles sont prises sur le foncier agricole. Donc les deux doivent arriver à s'équilibrer. Vous, au niveau du canton, vous devez avoir à dire votre sentiment sur les terres qui vont être prises, sur où on va mettre des lotissements pour les maisons d'habitation, par exemple. Moi, personnellement, je pousse pour la FDSEA qu'on mette ces lotissements-là le plus près possible des collectivités, mais en intégrant les petites parcelles que l'on trouve souvent en bordure des maisons d'un demi-hectare, surtout dans ces parcelles-là, et pas vers les exploitations importantes. On peut essayer de concentrer ça entre les deux pancartes, je dirais. Mais ça, c'est pareil, c'est une chose qu'il faut absolument qu'on en discute et que vous en discutiez avec vos élus. Sur le foncier en général, eh bien, effectivement, l'artificialisation en Normandie est quasiment l'une des plus fortes aujourd'hui de toute la France. Donc c'est pour ça qu'on est sous le projet, je dirais sous le microscope de l'administration. Ça n'empêche qu'il faut trouver un équilibre, on ne peut pas non plus rayer tout le développement économique. Et moi, ça ne me pose pas trop de soucis quand on réussit à mettre ça dans dans du terrain agricole qui a vocation agricole, mais qui n'a pas aujourd'hui, personne n'en veut quelque part. Je dirais, c'est des petites parcelles je le disais, un demi-hectare ancrées dans les maisons, ou si on fait du foin, ça fait de la poussière, on ne va pas y mettre non plus 3 vaches quand on en a 5 ou 25 à mettre. Donc en gros, discutons avec les collectivités locales. Donc Sébastien Delafosse, président des fermiers de la Manche et élu administrateur à la SNFM. Donc nous avons travaillé sur le nouveau statut, le nouveau bail qui datait de 75 ans et pour nous c'était indispensable de le rénover car l'agriculture a tellement évolué dans ces derniers temps que le statut ne correspondait plus à l'image de l'agriculture d'aujourd'hui. Donc Josiane Béliard, présidente des bailleurs de la Manche. Et donc nous avons travaillé au sein de la FNSEA entre la section des fermiers et la section des propriétaires sur la modernisation du statut du fermage pour le mettre en adéquation avec les problématiques des preneurs et des propriétaires d'aujourd'hui. Et nous avons obtenu en octobre 2020 un accord historique en 6 points que nous allons développer. Donc le premier point, c'est l'état des lieux que nous avons voulu mettre en place avec le nouveau preneur en place. Le deuxième point concerne la parcelle de subsistance qui ne pourra dorénavant être gardée par le preneur que sur une propriété propre, sauf exception. Alors il y a le troisième point où on a l'amélioration et l'investissement du fonds, donc sur le bien d'autrui, c'est-à-dire que ça va permettre aux nouveaux fermiers en place de pouvoir investir dans son outil de production
et de pouvoir le rendre avec une économique beaucoup plus attractive. Le 4e point concerne la révision du loyer anormal, qui ne pourra se faire seulement la 6e année du premier contrat et sans effet rétroactif. Donc le 5e point, c'est la cession de bail aux nouveaux preneurs, donc aux preneurs entrants. C'est à ce moment-là qu'on pourra repartir sur les nouvelles bases du nouveau bail. Nouveau preneur, nouveau bail. Nouveau preneur, nouveau bail. Le 6e point concerne la vente. Donc lorsqu'un bien est vendu et que le fermier préempte, le prix de vente sera basé sur la moyenne des ventes de proximité. Premier point. 2e point, le preneur peut se prévaloir de subroger son droit de préemption à un bailleur qui lui convient et qui lui a promis de lui louer à bail long terme. Nous en avons fini pour les 6 points. Il nous reste à conclure. Alors donc, en espérant que la loi foncière va pouvoir voir le jour un jour, c'est le cas de le dire, parce que c'est ce qui va pouvoir permettre de finaliser nos travaux entre les fermiers et les propriétaires. Et il y a aussi, je pense, le statut d'exploitant qu'on demande depuis très longtemps, mais qu'on a du mal à obtenir et que j'aimerais bien qu'il puisse enfin voir le jour pour que nos travaux puissent se concrétiser. Alors chez nous aussi, beaucoup d'espoir sur la loi foncière. Malheureusement, je ne pense pas qu'elle aura lieu dans ce quinquennat présidentiel. Mais alors j'espère très fort que ce sera au début de le prochain quinquennat. Et pour conclure, j'aimerais quand même bien dire qu'un fermier a besoin de son propriétaire et son propriétaire a aussi besoin de son fermier. Et je pense que c'était quand même important d'avoir un nouveau bail en place. Et que cette amélioration du statut du fermage, c'est pour sauver le statut du fermage en péril. Bonjour à tous. 7 ans de combat pour obtenir les 85% du SMIC pour les chefs d'exploitation, soit environ 1035 € par mois. Pour ceux qui ont une carrière complète, environ 225 000 bénéficiaires pour une somme de 280 millions d'euros, soit en moyenne 120 € par bénéficiaire. La date de la mise en place sera effective le 1er novembre pour les pensions versées en décembre. Pour les conjoints et assimilés, le chantier est en route. Un texte de loi a été voté par le Parlement. Le gouvernement le soutient. Reste à convaincre les sénateurs. Ce projet de loi prévoit pour les membres de la famille ayant participé à l'exploitation toute leur carrière une évolution du minimum de pension passant de 555 € à 700 € environ, soit en moyenne 100 € pour 210 000 bénéficiaires. C'est une deuxième étape gagnée. Le combat continue pour obtenir 75 et 85%. À petits pas, nous avançons. La SDAE apporte des infos en permanence et animations sous le signe de la convivialité en ces périodes de contraintes sanitaires. Ce n'est pas simple. Après le report d'un an, un voyage a été réalisé en France. Nous les organisons dans le cadre d'une convention avec la SNCV. Cela donne environ 150 € aux ayants droit. Je ne développerai pas ici la complémentaire santé collective qui est intéressante. Dans nos différentes rencontres, nous échangeons sur l'évolution et la conjoncture de l'agriculture. Je vous invite à convaincre vos parents, amis, voisins à nous rejoindre. Ils ne le regretteront pas. Je vous remercie. Donc Florence Goron, présidente de la section agricultrice au niveau de la FDSEA de la Manche. Donc on organise plusieurs types de réunions de section par an. Donc pour cette année, on a organisé sur le service de remplacement. L'année prochaine, on va plutôt être sur des choses un peu plus juridiques. Nous organisons aussi une réunion annuelle sur une visite d'exploitation, donc qui est beaucoup plus ludique. Comme cette année, on a visité l'abattoir de 40 ans. Parallèlement, on
veut dynamiser la section et donc on organise différentes choses comme une formation sur les réseaux sociaux et aussi les fermes ouvertes, donc qui est co-organisée avec la FNSEA. Donc cette année, on a pu accueillir dans nos exploitations 250 élèves. Et nous avions surtout comme projet de dynamiser la section et le réseau et surtout de communiquer sur le métier d'agricultrice. Comme vous avez pu le constater, beaucoup d'activités sur tous les dossiers. Comme vous avez pu le remarquer, Gilbert est intervenu sur la PAC et a évoqué de belles perspectives. On peut voir que la FDSEA de la Manche a été entendue. Malgré ça, il faut rester très vigilant et garder la pression parce que tout ça reste au conditionnel. En conclusion, on se rend compte que quand le réseau FNSEA et toutes ses bases se mobilisent, on obtient des choses. C'est pour ça qu'il faut que nous restions mobilisés, nombreux, parce qu'on travaille pour tous les agriculteurs, toute la profession agricole. Mobilisons-nous.